Salut à toi public dans cette vidéo qui va traiter des spectres de raies. Alors il y a à peu près un siècle, les scientifiques ont constaté qu'en excitant des gaz, ceux-ci étaient capables d'émettre des raies de couleur. Voilà, mais pas sur toutes les longueurs d'onde, comme on a pu le voir dans la précédente vidéo sur les longueurs d'onde. Alors ça les a beaucoup intrigués et on s'est longtemps posé la question de d'où pouvaient venir ces raies. Alors quel est le dispositif qui permet d'analyser la lumière, de la décomposer? Eh bien, il faut un système que l'on appelle un système dispersif. Un prisme peut faire l'affaire, un réseau peut faire l'affaire pour pouvoir disperser la lumière et l'analyser. Alors, généralement, au lycée, tu peux utiliser, si tu en es équipé, des spectrofibrés qui sont équipés de ce genre de dispositif-là et qui vont te transmettre le spectre de la lumière. Ils vont analyser de quelle longueur d'onde cette lumière est composée. Parce que toi, quand tu vas regarder ces lampes, eh ben, finalement, tu vas voir la superposition de toutes ces raies colorées, mais en aucun cas, tu pourras dire que il y a plusieurs raies dans le violet, par exemple, pour la lampe à vapeur sodium, et de raies dans le jaune pour cette lampe à vapeur de sodium. Toi, quand tu vas la regarder, cette lampe à vapeur de sodium, tu vas l'apercevoir jaune. C'est souvent les ampoules qui sont utilisées sur les lampadaires le long des autoroutes ou dans la rue en général. Voilà, alors on va essayer de comprendre un petit peu d'où viennent ces raies d'émission, parce que ça a posé de nombreuses questions aux scientifiques il y a à peu près un siècle, et ça a permis de démarrer un questionnement qui a permis de comprendre de comment fonctionnait la matière à cette époque-là. Alors, on y va, on va chercher la petite animation. La première animation, c'est celle-ci. Alors cette animation, elle représente un atome avec ici son noyau et les différentes couches électroniques. Quand on va exciter un élément, quand on va exciter un atome, cela va permettre aux électrons de monter sur des couches qui sont libres, qui ont des emplacements libres pour ces électrons. Une fois qu'on les a excités, ces éléments, ces électrons sont capables de revenir sur des couches inférieures, et en revenant sur ces couches inférieures, ils vont émettre un rayonnement. Ils vont émettre un rayonnement énergétique, et en fonction de l'énergie de ce rayonnement, sa longueur d'onde va être différente. Plus le rayonnement sera énergétique, comme c'est le cas ici, et plus la longueur d'onde sera courte. En gros, si tu veux, et ce qu'il faut comprendre de ce fonctionnement-là, c'est plus l'électron va parcourir une distance importante, d'une couche très élevée vers une couche très proche du noyau, plus il va descendre un nombre de couches en une seule fois très important, et plus l'énergie qu'il va restituer sous forme de lumière va être importante. Et à chaque énergie est associée une longueur d'onde. Et là, on commence un peu mieux à comprendre. C'est-à-dire que toutes les lumières et toutes les longueurs d'onde ne sont pas possibles. Parce que tu vois, on n'imagine pas qu'il y ait un électron qui se balade dans cette zone-là et qui soit stable dans cette zone-là. Il est d'un état excité sur une couche électronique et il revient sur un niveau inférieur sur une autre couche. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Donc, ce qui permet d'expliquer que toutes les valeurs de longueur d'onde ne sont pas possibles. Alors, on va décrire un petit peu le système qui a été utilisé à l'époque. Le système utilisé à l'époque était le suivant. Donc là, on a un gaz qui va être excité par des décharges électriques. Et ce gaz, on va focaliser le faisceau à travers une lentille convergente ici et un réseau. Le réseau, c'est le fameux système dispersif qui permet d'analyser la lumière. Et là, derrière, on va observer sur un écran les différentes raies. On va observer de quoi est composée cette lumière. Alors là, en l'occurrence, je crois que j'ai dû prendre l'atome de carbone. Voilà, c'est ça. J'ai pris l'atome de carbone. Et on s'aperçoit qu'ici, il est capable d'émettre certaines raies, voilà, lorsque les électrons vont revenir sur un état plus stable, et que l'élément sera moins excité, certaines raies sont émises par l'atome de carbone. Or, tous les éléments et tous les atomes ne sont pas identiques. Le noyau n'est pas composé du même nombre de protons en fonction des éléments. Les couches électroniques ne sont pas remplies de la même manière. L'environnement électronique il dépend de chacun des éléments. Et finalement, ça va rendre chaque élément complètement unique. Ça va le rendre complètement unique d'un point de vue spectre de raies d'émission. Alors, si ici je change d'élément et que je prends l'azote, par exemple, si je prends l'azote, on voit qu'il est capable d'émettre des raies complètement différentes. Et ça, c'est génial. C'est génial pourquoi? Parce que finalement, à chaque élément, quand on va l'exciter, on va avoir un spectre de raies d'émission qui est un petit peu le code barre, entre guillemets, si on veut le comparer. C'est le code barre de l'élément qui permet de le reconnaître. Donc, dans l'absolu,
À partir du moment où on a balayé tous les éléments et qu'on a enregistré leur spectre de ray d'émission, eh ben, on connaît leur carte d'identité. Et si on prend un élément complètement inconnu et qu'on le compare à la base des éléments de la classification périodique que l'on connaît, eh ben, cette carte d'identité-là va permettre de le retrouver et de savoir quelle est la nature de cet élément. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Ça permet par exemple, dans l'exploration des planètes et dans l'exploration des étoiles en astronomie, de déterminer en partie la composition de leur atmosphère, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Voilà, écoute, j'espère que tu as compris d'où provenaient ces spectres de ray d'émission et que surtout tu vas retenir que ces spectres de ray d'émission sont la carte d'identité de l'atome. D'ailleurs, je vais juste apporter un tout petit élément. Hein. Si je prends par exemple l'atome de fluor, ici, si je prends l'atome de fluor et que je regarde le spectre de ray d'émission de l'ion fluor, et tu vois, ici, ça va rajouter des rays derrière. C'est-à-dire que ne serait-ce que le fait que le fluor, il ait gagné un électron, ça va changer son spectre de ray d'émission. Donc, toutes les caractéristiques des éléments, à partir du moment où on les connaît, ça nous donne leur carte d'identité. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a éclairé un petit peu sur le sujet des spectres de ray, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.